Bonjour et bienvenue dans Chemin intérieur. Je suis Élodie Host, maître praticienne en hypnose ericksonienne et opératrice en hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ce podcast est une invitation à explorer les multiples facettes de nous-mêmes, ces chemins intérieurs qui nous guident vers la compréhension, l'apaisement et la transformation. À travers des réflexions, des outils pratiques, des témoignages authentiques et des interviews de thérapeutes, je vous propose de découvrir les différentes parts de soi et les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Merci de me rejoindre dans cette aventure sur nos chemins intérieurs. Accueillir un enfant est bien plus qu'un acte biologique. C'est une transmission d'amour, d'histoire et d'énergie. Et si la conception était une porte d'entrée vers une parentalité consciente, où les futurs parents se libèrent de leur fardeau pour offrir à leur enfant un espace d'accueil harmonieux. Aujourd'hui, nous accueillons Sabine Wattlar, sage-femme. Elle accompagne les couples dans cette préparation essentielle. Elle œuvre à la préconception pour favoriser le bien-être et l'intégrité des parents, afin que la grossesse, la naissance et la parentalité se déroulent dans une énergie apaisée et alignée. Sabine nous partage son approche, ses expériences et sa vision d'une parentalité libérée et lumineuse. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Élodie. Alors, dis-nous tout. Dis-nous tout Sabine, peux-tu nous parler de ton parcours ? Alors, mon parcours, déjà je suis diplômée depuis 1998, donc ça date pas d'hier. De l'expérience donc ? Un peu d'expérience. J'ai fait plusieurs maternités en France, parce que je viens du Nord. Et public, privé, que ce soit en salle de naissance comme dans les différents services. Et puis le dernier service en date que j'ai fait avant de m'installer en libéral, c'était en assistance médicale à procréation. Un des rares services que j'avais pas encore fait, qui m'a apporté pas mal de réponses aussi sur tout ce qui se passe autour de la conception. Et ensuite, je me suis installée en libéral depuis 2015, où là, c'est vrai qu'on a une liberté d'exercice un peu plus grande. Ça m'a permis vraiment de me prendre conscience que c'était important de voir les couples le plus possible individuellement ou en couple. Je ne fais plus d'approche collective en fait où on fait des préparations en groupe parce que je trouve qu'on va beaucoup plus en profondeur si on voit le couple individuellement. Et pour autant que l'homme et la femme prennent leur place au moment de la naissance de leur enfant. Ça me semble essentiel de revenir à cette base-là. Autant l'enfant a besoin de sa mère que de son père, pour moi. Ça devient évident. Ben, oui, ça semble évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Et question subsidiaire, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là ? Alors, là, c'est une histoire de famille. J'avais une grand-mère qui a eu son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui se prédestinait à être sage-femme. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a fait qu'elle n'a pas pu faire d'études. Elle a dû s'occuper de ses frères et ses sœurs, elle a dû travailler. Elle avait une maman qui allait voir les femmes qui étaient sur le point d'accoucher avant que la sage-femme ou que le médecin arrive chez elle. Ça, c'est grâce à un petit livre de ses mémoires que je l'ai su. Et depuis toute petite, elle me raconte ses grossesses, ses naissances, assez souffrantes parce qu'elle a perdu un enfant, son 5e enfant. Donc j'ai baigné un petit peu dans tout ça et c'est comme s'il y avait une prédestination. Une transmission. Voilà. En gros, ce qu'elle n'a pas pu faire, c'est comme si derrière on me poussait pour le faire et à chaque fois que j'ai dérivé un peu, j'avais hésité avec chirurgien dentiste. Et là en fait, non... y a toujours quelqu'un qui me rattrape en disant non mais toi c'est sage-femme en fait alors même que je ne savais pas concrètement ce que c'était qu'être une sage-femme avant de commencer les études j'étais assez ignorante par rapport à tout ça donc voilà ça a commencé comme ça avec des études où on nous apprend à être une bonne technicienne, ça il n'y a pas de doute là-dessus, on nous apprend à faire les bons gestes au bon moment et puis après c'est l'expérience qui fait le reste et qui fait qu'on affine aussi notre façon d'exercer. Oui, et tu as ressenti cet alignement justement avec ce statut-là de sage-femme, parce que tu t'hésitais avec chirurgien-dentiste, oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Donc à un moment donné, dans les études comme ça, post-concours médecine, quand on se lance, qu'on choisit la voie, souvent c'est assez rapidement si ça peut nous convenir ou pas. Oui, ça semblait assez facile en fait. C'est vrai que j'ai pas eu de soucis particuliers pendant les études, ça s'est plutôt bien passé.
À chaque fois, je me trouvais plutôt au bon moment. J'attirais plutôt la physiologie d'ailleurs. J'étais pas comme certaines sages-femmes, le chat noir qui attire que de la patho. Au contraire, c'est le cœur de notre métier en plus, la physiologie, la prévention, le dépistage. Donc, c'est évident que oui, en y étant, je me suis rendu compte que c'était assez facile et simple pour moi. Les rares fois où j'étais pas au bon endroit, je l'ai su assez rapidement et là, je me réalignais et je repartais sur le bon chemin en général assez rapidement. Ouais. Oui, donc quand même déjà très consciente. Ouais, c'est ça. Ok. Et dis-moi, raconte-nous en quoi la préparation émotionnelle des futurs parents, elle influence la conception et la grossesse. Alors, pour moi, à la base, je dis souvent tout par des émotions. C'est-à-dire que toute émotion non exprimée clairement va engendrer une cristallisation dans le corps physique. Ça me semble évident aujourd'hui de le dire puisque c'est du vécu personnel et c'est du vécu aussi collectif. Je le vois quand je fais des interrogatoires, je me rends compte des liens qu'il peut y avoir entre les émotions et à quel endroit ça va se cristalliser dans le corps si ça n'a pas été exprimé. Tous les non-dits, les tabous, ça joue énormément. Et donc après, effectivement, ce qui m'a aidée aussi, c'est de lire Les blessures du corps qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui m'a pas mal accompagnée aussi sur les différentes blessures qu'on peut porter, consciemment ou inconsciemment, et qui joue sur notre histoire familiale. Et au fur et à mesure, j'essayais d'explorer dans mes consultations l'impact de l'histoire familiale sur l'individu et sur ce bébé, et qu'est-ce qui fait que ce bébé, déjà à la naissance, il est porteur peut-être parfois d'un reflux ou d'un autre symptôme qui va vraiment être lié à l'histoire de la famille. Et à partir du moment où on lève la blessure qui est à l'origine de ça et l'ancêtre qui est à l'origine de la blessure, donc là on est purement dans le transgénérationnel, on lève le symptôme. C'est-à-dire que dès qu'on trouve l'origine, le symptôme, le lendemain, il a disparu en fait. Voilà. Et ça, c'est assez... alors on pourrait croire que c'est un miracle, non, c'est vraiment juste... le fait de le verbaliser, de l'identifier, ça suffit à lever quelque chose. Tous les secrets de famille, tous les tabous devraient être levés pour qu'on puisse avancer avec un peu plus de légèreté et de liberté, justement. Et je ne peux que acquiescer en ma qualité d'hypnothérapeute, puisque je n'ai de cesse également de répéter que les émotions sont le langage du corps, et que ne pas les exprimer, c'est renoncer à écouter le message qu'elles ont à nous annoncer sur nos besoins physiologiques, nos besoins d'appartenance, nos besoins de lien. Et elles sont simplement là pour nous dire « Ok, wake up, là, il faut que tu regardes à cet endroit-là, t'es triste, t'as besoin d'un gros câlin. » Et une fois que ça s'est comblé, effectivement, on a une sensation agréable, une émotion agréable, parce que le besoin est comblé. Et c'est important, quand tu parles de transgénérationnel, on peut parler d'héritage génétique, d'épigénétique, de neurosciences, enfin, tout est lié. C'est des mots qui peuvent faire peur à certains, j'en sais rien. Peut-être, ce sont des nouveaux mots, mais en fait, tout ça, ça se rejoint. On parle de la même chose, en fait. C'est ce lien qui se transmet de génération en génération. Et ce lien, il n'est pas que, comment on va dire, matériel, il n'est pas que organique, il est aussi quelque part énergétique et il va venir se manifester tout au fil des générations. Oui, alors en ce moment je lis pas mal et je regarde pas mal de choses autour justement des neurosciences qui sont quand même là depuis maintenant, j'ai envie de dire, je sais pas depuis quand ça a émergé, mais ça fait quand même 8-10 ans que je commence à avoir parlé de neurosciences et d'épigénétique et de ce qui est inscrit dans notre ADN. Je lis beaucoup de choses sur les traumas actuellement, tout ce qui est traumatisme avec le corps qui n'oublie rien. Enfin, il y a quand même pas mal de bouquins autour de ça qui sont hyper intéressants pour justement montrer que les traumatismes, quels qu'ils soient, que ce soit par exemple des gens qui ont été déportés, qui ont été en camp de concentration ou des personnes qui sont allées à la guerre, on voit que ça retentit clairement, ça a été identifié, ça sur les descendants, c'est inscrit dans leur ADN. Et ils ont des comportements qu'ils ne comprennent pas forcément sur un bruit particulier, sur un environnement particulier. Ils vont se mettre en état de peur, en état de sidération, alors même qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes le contexte, la situation, mais les ancêtres ont transmis dans leurs descendants certaines choses. Et tout l'art, je trouve, de notre métier aussi, ça peut être d'aller un petit peu enquêter là-dessus,
pour essayer de libérer en fait la femme, l'homme qui sont dans une préconception ou qui sont en prénatal, pour justement faire en sorte qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple, qu'on revienne à de l'homéostasie, de la physiologie, et qu'on puisse à nouveau aller vers ce qui est là depuis la nuit des temps, hein, une naissance libre, simple et physiologique, hein, clairement. Donc là, Sabine, tu nous expliques parfaitement que chaque expérience qui a été vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a été enregistrée. Enregistrée dans notre information cellulaire, notre ADN, et qu'elle peut se transmettre de génération en génération, et qu'en plus, ça peut être quelque chose qui est dormant, quelque part, et qui va venir se réveiller, j'imagine, en fonction de l'environnement, le contexte, des situations. Ce que je trouve génial, justement, dans cet ADN, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, quelque part, ce qu'on va transmettre à nos enfants. Parce que c'est une information qui est immense. Mais c'est clair que ce que j'ai pu constater sur le terrain, en discutant avec les couples, c'est qu'il y a une partie de nos ancêtres qui va nous amener une partie harmonieuse, en fait, de cet ADN. Et il y a une partie qui peut être disharmonieuse. Et ensuite, qu'est-ce qui va s'exprimer ou pas de notre ADN? On peut activer certaines choses et les désactiver. Encore faut-il en avoir conscience après, derrière, parce que je me suis rendu compte qu'on n'utilise pas grandement tout notre potentiel, parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut modifier certaines choses dans notre mémoire cellulaire. Mais on se rend compte que pourquoi certains qui ont un traumatisme vont réussir à aller vers une résilience, pourquoi d'autres vont rester dans leur état psychique, peut-être un peu en état dissociatif, ou quelque chose comme ça, dissocié, ou en tout cas ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre à un moment donné par une décompensation psychique. Oui. Mais tout ça, ça a du sens, et c'est vrai que tout ce qui est autour de la maternité, de la préconception jusqu'en postnatal, c'est une période assez fragile qui va nous renvoyer à nos parents, à nos grands-parents, à qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre pour nos enfants. Et donc c'est à cette période-là souvent qu'il y a des choses qui peuvent s'exprimer davantage, et c'est une période très intime en plus, donc ça me semble intéressant d'accompagner dans ce sens-là et d'oser aller explorer certaines choses pour justement limiter les écueils qu'on peut avoir en postnatal aussi. Quand on sait par exemple qu'on a une mère dépressive ou un grand-père qui s'est suicidé, ou voilà, tout ça, qu'est-ce que ça va donner sur le postnatal? Moi je trouve que ce serait dommage de ne pas aller en préconception et en prénatal pour déjà étayer tout ça, pour faire qu'en postnatal ce soit un petit peu plus facile pour le couple en fait. Parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure aussi, la plupart du temps, au-delà de résoudre quoi que ce soit, il est déjà question d'observer, d'identifier et de nommer. Et déjà ça, c'est libérateur. Oui. Parce qu'en fait, voilà, il y a une espèce de prise de recul par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport à d'où on vient, ses origines. Et ça va permettre tout simplement de dire ok, c'est vu, c'est traité. C'est ça. Et donc ça va nous permettre d'opter pour une stratégie, une action qui nous ressemble. Oui, tout à fait. Je peux donner un exemple assez simple. À un moment donné, j'ai eu coup sur coup des femmes qui avaient dans leur histoire familiale une blessure de rejet. Et donc la femme, ces deux femmes avaient eu des vomissements pendant leur grossesse. Pour moi, les vomissements, qu'est-ce qu'on rejette en fait de notre corps? C'est clairement ça qui s'exprimait. Et quand j'ai un petit peu plus questionné ces deux femmes, toutes les deux avaient 2 générations au-dessus un suicide. Et dans les suicides, l'une des femmes a dit ma grand-mère s'est suicidée quand ma mère était adolescente parce qu'elle se sentait rejetée par sa belle famille. Et là, j'avais l'info. Et à partir du moment où l'info elle est posée, identifiée comme tu dis très bien, mais derrière, ça allège les descendants, parce qu'ils ont l'information aussi, et ça allège aussi la mère qui se dit « Ah oui, en fait, c'est pour ça que je vomissais pendant ma grossesse. Oui, ça peut être ça, en fait, ça peut être ça. » Et clairement, derrière, quand l'enfant est informé, même s'il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur un symptôme donné de cette histoire familiale, j'ai vu effectivement dès le lendemain des bébés qui n'avaient plus le symptôme parce qu'il a eu l'information. C'est pas uniquement... parce qu'évidemment, 1 ou 2 mois, qu'est-ce qu'il capte? Non, mais c'est inconscient, un bébé, c'est palpable. Voilà. Il est dans l'émotionnel, il est une éponge. Il sent la vibration et il sent l'émotion. Et ça suffit pour résoudre le problème de départ. Mais de toute façon, avec énormément de bon sens et d'observation, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est
Je pense qu'on on en a tous fait l'expérience quand on est tombé enceinte ou qu'on a voulu concevoir en se disant je ferai pas comme mes parents, et moi mon enfant il vivra pas comme moi j'ai vécu. Enfin on est déjà en train de préparer le terrain dans une forme de négativité par contre, parce que on se dit rarement, enfin en tout cas voilà, c'est souvent je ne ferai pas comme si au lieu de dire je ferai comme ça. Mais tout ça, tout ce que tu décris, ça, c'est juste du bon sens. Oui. C'est déjà des choses qu'on vit tous au quotidien quand on est dans ce parcours-là. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la préconception, parce qu'une des premières femmes que j'ai vues en préconception, qui avait commencé un parcours d'assistance médicale à procréation et qui s'engageait vers des inséminations artificielles, elle a eu mes coordonnées, vient me voir en disant voilà, j'aimerais un petit peu plus comprendre pourquoi cette conception n'arrive pas naturellement. Et la phrase clé qui est ressortie, c'est je ne veux pas reproduire ce que ma famille a fait. Clairement, c'était ça. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle a exprimé émotionnellement ce qu'il y avait dans cette phrase. Et 3 semaines après, elle était enceinte naturellement, en fait, puisqu'elle était sur une période de pause à ce moment-là, avant de réentamer une insémination. Non mais c'est dingue, hein. Et ça a suffi pour que la conception soit naturelle. Même si derrière, elle a eu quelques épreuves quand même, parce que c'est tout un chemin, hein. On ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Mais c'est déjà chouette de l'avoir identifiée à ce moment-là, ouais. Non, mais c'est formidable, et comme quoi le poids des mots, des non-dits, c'est du poison. Hein. Oui, les non-dits, les secrets de famille, je dirais pas que je milite, mais presque en fait par rapport à ça, au vu de mon histoire même personnelle, je me suis rendu compte que tout ce qui est non-dit, ça retentit sur la descendance tellement fort, et c'est dommage justement. Bon là on arrive quand même dans une période où la parole se libère davantage, où on arrive sur des générations qui ont vraiment envie de comprendre, de mettre du sens aussi dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent. Et donc je trouve que là on arrive sur une période plutôt de révélation. Et d'ailleurs je trouve que c'est important que les gens soient indulgents vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que justement ils font le travail de toutes ces générations qui ont précédé, qui l'ont pas fait ce travail-là, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait dans leur actualité. Et nous on est vraiment cette génération qui va mettre le doigt là où ça fait mal et qui va regarder, quoi. On peut se le permettre aujourd'hui parce qu'on n'est plus en mode survie. Souvent, en fait, quand les personnes sont plutôt négatives par rapport à leur famille, je l'ai été moi-même aussi, hein, tout le monde l'a été à un moment donné de sa vie, il suffit de reprendre l'histoire de France et l'histoire de la société de la France avec les guerres. Ça a eu quand même des impacts sur notre façon d'avoir été, enfin comment on a été éduqués. On a été éduqués après-guerre quand même à la dure, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient plus en mode survie. Aujourd'hui, on n'est plus en mode survie concrètement, donc on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin et d'avoir cette sensibilité qui était interdite avant en fait. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place pour cette sensibilité-là. Il fallait reconstruire, il fallait survivre, il fallait reconstruire. C'est ça. Et d'après toi, Sabine, quel type de fardeaux inconscients peuvent être transmis aux enfants si les parents ne les libèrent pas ? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager ? En fait, on a la chance, en étant sage-femme, d'avoir les compétences aussi en gynécologie et de pouvoir suivre des femmes de l'adolescente jusqu'à la femme ménopausée. Et il m'arrive assez fréquemment de recevoir des femmes qui ont des problématiques d'intimité, qui ont des origines transgénérationnelles. Et que mes consoeurs, parfois, elles arrivent à la limite. Elles font une rééducation du périnée, elles voient un petit peu tout ce qu'il en est. Et parfois, elles m'envoient ces femmes-là parce qu'un vaginisme, une douleur au niveau du périnée, toutes ces symptomatiques-là, l'endométriose aussi peut en faire partie, peuvent avoir des conséquences sur les descendantes. Je parle au féminin parce qu'effectivement, là, on est dans les lignées de femmes. Dans ma façon de pratiquer, effectivement, comme je vais essayer d'aller voir quelle est l'origine de cette problématique, parce que ça, pour moi, c'est une conséquence, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de transgénérationnels. C'est beaucoup dans les lignées de femmes et d'hommes qu'on va aller chercher les réponses. Et les femmes qui sont prêtes à entendre ça, elles peuvent libérer très facilement cette problématique. Alors parfois ça prend quelques temps quand même, parce que c'est pas le tout d'avoir identifié. Après il y a toute une période justement de transformation corporelle, la mémoire de la cellule
Elle va pas se transformer du jour au lendemain. Ça, plus les expériences de vie vont faire qu'à un moment donné, elle va réussir à se libérer de cette problématique. Ça va plus ou moins vite en fonction de si la femme est prête à entendre ou pas. Si la femme vraiment est en demande d'une guérison, d'une réconciliation avec son histoire, ça peut être assez rapide parce qu'elle est dans un processus actif. Et donc du coup derrière on arrive assez vite à y aller. Mais clairement autant les troubles menstruels, les douleurs de règles, les choses comme ça appartient à la personne parce qu'elle souffre de quelque chose. Autant par exemple l'endométriose, c'est plus une histoire transgénérationnelle. Qu'est-ce qui fait que ces cellules qui sont censées être dans l'utérus se trouvent à l'extérieur de l'utérus? Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire sur les violences par rapport aux femmes, le non-respect de la femme en général. Qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire familiale, qui n'a pas eu dans sa famille un viol, de l'inceste, des problématiques qui sont restées dans un secret de famille. Et tous ces secrets-là font que ça se cristallise chez quelqu'un et ensuite ça redescend dans la descendance d'une façon ou d'une autre. Et ça modifie l'information cellulaire qui va créer toute une neurobiochimie voilà. À partir de ça oui. Et donc des pathologies ensuite qui vont apparaître sur des générations futures. Oui, c'est ça. Ça redescend sur plusieurs générations. Et à partir du moment par contre où une personne dans la famille a levé cette problématique et qu'il y a une volonté vraiment d'aller vers une libération de ça, elle peut alléger ses descendants en fait. À partir de là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la descendance et au niveau des ancêtres aussi, parce qu'on libère quand même une mémoire familiale qui peut être lourde. Ça t'arrive d'avoir des couples qui n'ont pas la même dynamique dans cette approche préconceptionnelle? Alors la préconception pour l'instant c'est peu connu et c'est pas reconnu non plus pour le moment. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de développer parce que j'ai pris conscience au travers de ce qu'on dit là, on prend bien conscience de l'importance de cette étape. J'ai espoir qu'à l'avenir ce soit reconnu davantage et que ce soit valorisé parce que ça permettrait vraiment de faire que le prénatal, le postnatal soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mais oui, et par exemple, moi c'est quelque chose dont j'aurais tellement eu besoin avant de devenir maman, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, oui, de merveilleux, mais ça nous change. C'est une expérience transcendante et forcément ça nous expose à toutes ces choses qui sont complètement inconscientes et qui nous arrivent en pleine tronche. Et après nos enfants grandissent parmi nous et sauront parfaitement se mettre en miroir de tout ça pour qu'on prenne le temps d'observer tous ensemble. Mais c'est vrai que du coup ça peut créer des situations rock'n'roll. Et si on pouvait anticiper ça et au moins préparer le terrain et faire en sorte que ce soit plus doux, plus harmonieux, je pense que c'est pas négligeable. Alors effectivement, dans tout ce qui est préconception, on va aller voir ça. On va aller voir aussi de façon plus légère, dont s'alimente la femme, l'homme. On va aller sur l'alimentation, on va aller sur le sport, la base quoi déjà, la physiologie. Sur des choses qui sont vraiment de base. Mais j'adore aussi aller sur qu'est-ce qui est harmonieux ou disharmonieux dans l'arbre généalogique. Donc j'ai vraiment, j'adore explorer l'arbre généalogique, de voir est-ce qu'il y a eu des divorces, est-ce qu'il y a eu des deuils, des suicides, qu'est-ce qui a fait que... Et d'aller voir aussi les naissances de ces personnes qui vont concevoir cet enfant ou qui ont conçu cet enfant et qui sont prénatales. Donc ceux qui sont prêts, je leur propose de faire leur arbre généalogique, je leur propose d'aller réexplorer leur naissance aussi, pour que ce soit un petit peu plus conscientisé et que peut-être leur vision change aussi, parce que parfois on a eu des conditionnements, on a dit oui, le travail était long, souffrant, ou moi ça a été une catastrophe, un trauma, et donc on peut rester avec une vision de sa propre naissance qui n'est pas forcément la réalité. Donc c'est important aussi de faire la distinction entre comment la mère ou le père va exprimer son histoire, son vécu par rapport à la naissance de cet enfant, et quelle est la réalité des choses. Donc c'est hyper chouette de pouvoir avoir ce panel-là d'informations et de pouvoir faire des recoupements et voir comment ça redescend après sur les enfants à venir aussi. Et oui. C'est une réelle observation avec le côté purement factuel, le côté vécu et donc les sensations, comment tel protagoniste a vécu
la situation. Et finalement, c'est ce vécu-là aussi, ces émotions-là, au-delà de l'histoire, qui sont plus impactantes. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, sur 2 grossesses qui se passent mal, admettons similaires, on va dire, je sais pas, en urgence césarienne, une maman est sereine et en confiance, et l'enfant naît dans des conditions justement de confiance et de sérénité, et tout se passe bien derrière, alors que l'autre maman, césarienne en urgence, panique totale, traumatisme, dissociation, et là l'enfant, il se récolte toute... Merci d'aller sur cette question et cette affirmation, parce que souvent, je vais synthétiser en disant, les peurs vont bloquer, l'amour va plutôt ouvrir des espaces. C'est-à-dire que si on est dans la confiance et dans le fait justement que on est capable, parce que depuis la nuit des temps, on est capable. Faut le dire aussi, reprendre son pouvoir personnel, ça me semble hyper important aussi. On est capable d'avoir une grossesse qui se passe bien, d'avoir un accouchement qui se passe bien aussi. Mais après, les peurs vont entraver en fait ce processus. Tous les conditionnements qu'on peut avoir eus, toutes les injonctions qu'on peut avoir eues, ça va jouer sur le fait que ça sera simple ou compliqué. Dès qu'une femme me dit c'est compliqué, effectivement, ça va être... ça risque d'être compliqué dans ces conditions-là. Par contre, si une femme vraiment me dit mais non, mais moi je sais que je sens dans mon corps que je suis capable et je vais aller au bout de mon processus... Ok, je vais quand même aller checker avec elle et vérifier 2-3 petites choses pour enlever les petites peurs de gauche et de droite qu'il peut y avoir. Mais cette femme-là, je sais que ça va le faire en fait. Mais il faut pas être dans le déni, dans la fuite. Il y a des petites stratégies aussi mentales qui font qu'on croit que... Et entre notre croyance et la réalité, il y a aussi parfois un décalage. Et oui, parce que beaucoup de gens mentalisent énormément, et effectivement avec un mental béton. Très fort. Très très fort, sauf que c'est pas vécu dans le corps. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le temps que ça s'intègre, que ça se métabolise, que ça prenne une dimension organique, que ça s'aligne entre ce qui est pensé. C'est la congruence, quoi. C'est-à-dire un alignement entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est ressenti. Oui. Et nos actes, ouais. Et ça, t'arrives à percevoir quand justement cet alignement, il n'est pas réellement là, honnêtement là. On voit les petites stratégies de fuite qu'il peut y avoir dans le verbal comme dans le non-verbal. Quand on est présent en consultation, on peut repérer des petites choses. On voit si certaines questions qui sont de l'ordre de l'intimité, pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on est dans la fuite, est-ce qu'on veut savoir ou ne pas savoir. Ça m'aide vraiment à voir jusqu'où est capable d'aller une femme et un homme par rapport à ça, c'est clair. Et au-delà de ça, j'avais envie d'ajouter aussi, par rapport à tout ce qu'on a vu, l'importance de comment la mère va transmettre à sa fille aussi les informations de son vécu, de sa naissance, et pour que derrière la fille, puis la femme, puis la future mère, comment elle va jouer avec ce qu'elle a eu comme transmission au-dessus, ou la non-transmission, parce que parfois elle a très peu d'informations, et même si elle a peu d'informations, du coup c'est dans son inconscient. Donc comment on va conscientiser quelque chose dont elle n'a pas l'information. Ça me semble important de remettre aussi du sens dans la transmission mère-fille, qui n'est pas si importante que ça, je trouve, aujourd'hui. Ça manque encore. Ça manque encore. C'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller aux parents qui veulent faire consulter leurs enfants en hypnose de commencer par établir le langage, la relation, la communication avec leur enfant. Parler vrai, en fait. Parler de soi, parler de ses émotions pour tout simplement leur apprendre un peu qu'est-ce que c'est le mode d'emploi d'un être humain. Oui. Et la plupart du temps, il y a des enfants qui manifestent à travers leur comportement ce qui est dérégulé chez leurs parents. Donc c'est pour ça que cette communication, à mon sens, on en revient toujours à ça, cette communication, elle est juste primordiale. Primordiale, et sortir du victime bourreau sauveur, parce que on a envie de protéger son enfant. On a envie qu'il soit parfait, on a envie que tout se passe bien pour lui, on a envie qu'il ne soit pas éprouvé comme nous on a pu l'être.
Mais en fait, c'est un leurre, en fait. On peut pas protéger nos enfants vitam aeternam. Les expériences de vie, évidemment, on va les accompagner, on va pas leur faire n'importe quoi, on va pas, Ça dépend qui. on va leur dire vas-y, va toucher le poil qui est brûlant là. Voilà, bah tu le toucheras plus même. Non, voilà, avec du bon sens évidemment, mais on a tendance à protéger, voire surprotéger nos enfants par peur d'eux, par peur que évidemment, là on va aller vers la question de la mort aussi dans ce cas-là. Est-ce qu'on est prêt à accepter la mort ou pas? Comment on vit le passage de la vie et le passage de la mort? Là, on va sur des questions un peu plus éthiques. Mais c'est clair que un enfant, si on parle simplement et si on répond à ces questions avec beaucoup de simplicité, mais avec de la vérité et pas... oui, parce qu'ils le sentent. non, mais les... Non, mais les enfants, alors comment ça se conçoit? Il y a une petite graine dans le grenier, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais gamine. Oui. Ah bon Et les souris dans le grenier, elles mangent les petites graines qui font les enfants. Donc, quand j'ai eu mes premiers cours de biologie, j'ai pas remercié ma maman. Hein. Je t'avoue que là, je partais de loin quand même. Hein. Donc oui, en termes de transmission, il y a... Voilà, moi, juste parler vrai, simplement, avec des mots adaptés aux enfants, mais ils sont capables de... Voilà. Oui, tout à fait. Et comme tu le dis à juste titre, ils captent toutes nos émotions. Ils savent très bien si on est dans la vraie vérité ou dans le mensonge. Clairement, et ça, vraiment, les adultes, faut arrêter de croire qu'on est plus malin que les enfants. Ils ressentent tout, ils savent tout. Ils n'ont pas peut-être la faculté cognitive de comprendre, d'y mettre des mots et d'analyser ce qui se passe, mais ils ressentent tout. Donc autant être le plus honnête possible envers soi-même et donc envers eux. Tout à fait. L'authenticité. Exactement, c'est ça. As-tu des exemples, Sabine, de transformations vraiment remarquables que tu as observées chez des couples que tu as pu accompagner? Transformation remarquable. Oui, alors là, ça concernait une femme que j'ai rencontrée au 4e mois de grossesse. Elle venait principalement pour que je l'accompagne dans sa préparation à la naissance. Elle avait pas mal de facteurs de risque, une hypertension antérieure à la grossesse, donc qui était traitée médicalement parlant, et elle avait une maman hypertendue, une sœur aussi qui avait fait donc une prééclampsie comme la mère. Toutes les deux avaient fait des prééclampsies, c'est-à-dire des décompensations de l'hypertension pendant la grossesse, avec les conséquences que ça peut avoir au niveau vital pour la mère et pour l'enfant. Et elle arrive au 4e mois avec cette histoire-là. D'autres facteurs aussi de risque aussi associés. Et là, je lui dis, écoute, on va aller sur des choses assez neurosciences. On va déjà commencer par la cohérence cardiaque, un outil très simple. Mais pas que ça, un peu plus d'activité physique, une alimentation un peu plus équilibrée, enfin plusieurs choses. Elle s'est saisie de tout ce que je lui ai proposé, vraiment, hein, vraiment super. Et étonnamment, elle est arrivée en fin de grossesse avec juste un petit facteur qui était en lien avec une petite décompensation de sa tension, c'est-à-dire une protéinurie. Hein, quand on a une protéine qui monte dans les urines, ça peut être révélateur d'une hypertension qui commence à s'installer. Mais elle était isolée, il y avait même plus d'hypertension et elle a été hospitalisée pour ces autres facteurs. Mais à côté de ça, sa tension en fait, s'était normalisée, elle ne prenait même plus son traitement. Et là, j'ai dit, waouh, juste avec la cohérence cardiaque, en fait, la vasodilatation aussi qu'on peut avoir pendant la grossesse, ça a suffi pour que cette femme ait une tension normale en fin de grossesse. Ça n'a pas tout révolutionné. Elle n'a pas eu un accouchement de rêve, mais malgré tout, elle n'est pas allée vers une prééclampsie. Et les autres facteurs ont fait qu'elle a dû être déclenchée. Voilà, ça n'a pas été tout simple. Mais par contre... Après la naissance de cet enfant, elle m'a dit, Sabine, là, s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que pour la prochaine conception, je mettrai en place des choses avant la conception de l'enfant pour faire que la grossesse soit vécue avec plus de conscience et plus de réalisme, en fait, vraiment. Donc oui, ça a été... c'est chouette, ouais. Ça a été un des exemples assez étonnants où là je me suis dit waouh, oui, il faut continuer parce qu'on peut très bien rééquilibrer son corps à partir du moment où on se donne les moyens. La volonté, je vois des femmes qui ont une volonté de vraiment étonnante et à partir du moment où elles ont compris que c'était pour elles
et pour le bébé. Alors c'est sûr que en général quand elles sont enceintes, elles acceptent davantage de mettre en place des choses parce qu'elles le font aussi pour le bébé. Mais j'ai envie de leur dire, mais il n'y a pas que le bébé. Votre santé à vous, elle est aussi importante que la santé de votre bébé pour que derrière aussi vous puissiez le voir grandir longtemps. Oui. Donc oui, ça a été un exemple assez étonnant où je me suis dit, oui, on peut même impacter sur le fait de basculer d'une pathologie vers un... Alors on n'était pas complètement dans la physiologie, mais il y avait un mieux quand même. Donc ça c'est chouette. Bah oui, c'est formidable. J'ai envie de dire, c'est que préparation à devenir parent, enfin en tout cas supporter une grossesse, c'est comme se préparer à un marathon. Oui, c'est ça. Souvent c'est ce qu'on leur dit pour le travail. Oui, le travail c'est un marathon, donc si on n'a pas les ressources physiques, émotionnelles, oui, ça se prépare. On peut pas du jour au lendemain dire c'est bon, j'accouche et j'ai rien à faire. Non, ça se passe. Et tiens, là c'est vraiment une question qui me vient parce que c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré et qui m'interpelle et me questionne énormément, ce sont les dénis de grossesse. Ah oui, j'ai eu quelques exemples de dénis de grossesse, oui, effectivement. Alors, tu veux l'exemple le plus étonnant que j'ai pu avoir? Vas-y. Oui, là, j'ai travaillé, c'était au début de ma carrière de sage-femme, je travaillais aux urgences dans le Nord, et je vois arriver une femme bien enceinte, en fin de grossesse, avec un beau cliché de radio, parce que elle avait vu son médecin en lui disant écoutez, je comprends pas, j'ai mal au ventre. Elle avait une contraception, elle avait eu ses règles tous les mois. Alors, je ne sais pas, voilà. En tout cas, voilà, c'était allé jusque-là. Et donc, son médecin traitant lui dit écoutez, je comprends pas, vous avez mal au ventre. Ok, on va faire une radio. Et là, il y avait un magnifique bébé sur le cliché de radio. C'était fin... Oui, c'était début des années 2000, quoi, max. Hein, donc, en tout cas, un beau cliché de radio, tout ça. Effectivement, elle était enceinte, elle était en fin de grossesse, elle a accouché quelques heures après. Tant qu'il y a un déni, la femme, vraiment, on ne voit pas physiquement la grossesse. Hein. C'est vraiment j'ai déjà vu des dénis jusqu'à 7 mois. Tant que ce n'est pas révélé, qu'il n'y a pas vraiment eu un diagnostic, de conscience, un diagnostic, ça peut passer inaperçu, ouais. Mais comment c'est vécu ça par la mère? Qu'est-ce qui explique qu'on puisse être dans le déni d'une grossesse? Là, tu pourrais peut-être plus... C'est un trouble dissociatif oui, profond, je pense là. à la dissociation, une dissociation profonde. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'en rend pas compte? Pour moi, c'est encore un mystère parce que j'ai pas eu l'occasion d'explorer suffisamment de déni de grossesse. Oui, moi, j'en ai vu passer quelques-uns. Mais ce qui est étonnant, c'est entre le je ne sais pas que je suis enceinte et je sais que je suis enceinte, il y a vraiment physiquement une transformation qui est très étonnante. Et est-ce que tu as déjà assisté à un accouchement d'une personne qui faisait un déni de grossesse pour avoir une idée de comment elle a pas eu le temps de se préparer, elle a faire son marathon? Donc comment ça se passe pour une personne comme ça? C'est étonnamment assez simple. Ouais, ça peut être simple. Mais ça peut être aussi compliqué, parce que malheureusement, j'ai déjà eu le cas aussi d'un déni de grossesse où le déni est allé jusqu'au jour de la naissance et il y a eu malheureusement un féticide derrière. Oui, voilà. Ça peut enfin, ressembler à... Un infanticide, pardon, pas un féticide, un infanticide. Et la femme est arrivée chez nous parce qu'elle saignait, et voilà. Mais oui, ça peut aller très très loin quand en fait, pour nous, on n'est pas enceinte. Donc, pour nous, c'est comme si on était dans un rêve éveillé de voir ce bébé-là, alors que... non, mais j'imagine la violence de la révélation. Ça peut être extrêmement violent quand on n'est pas dans l'acceptation de l'arrivée de cet enfant, ouais. Parce pour nous, on n'est pas enceinte, ouais. Pour cette femme-là, à ce moment-là, elle n'est pas enceinte. Ouais, ça c'est vraiment un sujet qui m'interpelle beaucoup et que à explorer, à creuser, à explorer, tout à fait. Ouais. Très bien. Et dis-moi, tout à l'heure tu parlais justement de pratiques concrètes pour accompagner, pour aider la maman à préparer son corps, à préparer son esprit, son état émotionnel. Est-ce que tu as des exemples autres que la cohérence cardiaque à nous donner, à partager? Alors, souvent... je propose et elle dispose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités. Et l'idéal, c'est que la femme aille vers des pratiques qu'elle va réellement mettre en pratique. Oui. Parce que si on lui propose des outils et que derrière, ça lui parle pas, ou qu'elle comprend pas, ou qu'elle voit pas l'intérêt,
ça marchera pas. Alors évidemment, le côté respiratoire, moi souvent j'en vois vers même sur YouTube, on a tellement de choses maintenant. C'est vrai. Il y a pas mal de vidéos qui montrent les différents types de respiration possibles. J'aime bien certaines personnes qui parlent de la respiration carrée, de jouer avec ses inspirations, ses expirations, d'essayer de faire des apnées, de jouer aussi avec son ventre au moment de la respiration, et d'y associer une pratique sportive vraiment régulière. Alors souvent c'est vrai qu'il y a quand même le yoga qui revient pas mal sur le tapis, j'ai envie de dire, pour faire un petit jeu de mots. Il y a pas mal de choses comme ça en fait. Oui, puis après quand on parle d'activité sportive, c'est ça simplement peut être de bouger la son marche, corps, voilà. ça peut être faire du ballon, Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ça peut être marcher tous les jours, se balader, aller dans la nature. L'essentiel, c'est que ce soit vraiment une pratique régulière et que la femme ait vraiment cette occasion de prendre un temps pour elle et un temps pour ce bébé. Voilà. Et après, il y a plein de possibilités aussi. Souvent, c'est les femmes qui m'ont appris beaucoup de choses. Il y en a qui sont allées vers des pratiques qui sont pas conventionnées, que ce soit le Reiki, que ce soit l'hypnose. Oui, elles choisissent en fait. Voilà, c'est elles qui décident en fait. En général, nous on est juste là pour accompagner cette période-ci et faire en sorte qu'elles s'approprient les outils qu'elles ont envie et que surtout pour le jour J, ce soit bien intégré pour elles. Ouais. Très bien. Et dis-moi comment ton approche elle est perçue dans le monde médical et les futurs parents. Comment, voilà, ton envie d'être dans l'accompagnement préconceptionnel avec toutes ces notions qu'on évoque depuis le début de cette interview. Comment c'est accueilli ça Comment c'est accueilli J'en ai parlé un petit peu à mes consoeurs, j'en ai parlé aussi aux couples que je vois comme aux femmes que je vois en gynécologie. Je pense que c'est après le fait d'en parler, la communication, toujours et encore, va faire qu'à un moment donné, ça va un petit peu plus se démocratiser. Là, j'en ai vu quelques-unes récemment. Vraiment, en fait, c'est j'ai envie de dire une préparation du terrain qui est vraiment tellement importante. Là, je vois des femmes en préconception qui ont des problématiques de thyroïde ou des problématiques vasculaires. Là, pour le coup, il y a des choses à faire avant de concevoir parce que qu'est-ce qu'on va transmettre aussi par rapport à notre physique de départ et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à cet enfant au niveau de la qualité cellulaire, au niveau de plein de choses. Donc ça me semble évident que plus on prend conscience qu'on peut avoir un impact sur son processus de guérison, sur son organisme et sur des différents plans physiques, émotionnels, mental, enfin tout, ça c'est énorme. Mais après c'est émergent. Pour l'instant, comme je disais, c'est pas reconnu par les différentes instances parce que on en est plus à déjà essayer de débrouiller ce qui se passe en prénatal, accouchement, postnatal. On est un peu dans l'urgence, quoi, voilà, dans la réaction. Tout est un peu dans la réaction pour l'instant. Mais à partir du moment où on aura vraiment vu l'intérêt d'aller vers ça, pour justement faire qu'on revienne à de la physiologie, parce que j'y tiens, je suis sûre qu'on peut y revenir. Retenez ce mot, physiologie. Voilà, physiologie encore et encore, homéostasie. On peut y revenir à partir du moment où on est au clair avec son corps et qu'on se connaît bien. Mais voilà, je communique. J'ai quelques sages-femmes qui veulent bien un petit peu être en partenariat et me transmettre parfois des femmes qui diraient oui, pourquoi pas, je veux bien toutes ces informations-là. Et puis après, elles reviennent vers leur sage-femme parce que voilà, le but c'est simplement de travailler en partenariat et en bonne intelligence. Mais c'est émergent, c'est le début. Donc je suis patiente. Et en attendant, je transmets à toutes les personnes que je croise que c'est chouette de commencer par là. Mais en tout cas, je trouve que c'est inspirant, c'est criant de bon sens. Je trouve ça même dingue que ce soit pas déjà plus avancé, cette histoire-là. Oui. Donc, je te remercie, en tout cas, toi, d'être là. Merci. Et justement, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te consulter? Où est-ce que tu reçois? Alors, moi, je suis sage-femme libérale à Verrières, donc dans le département 86. Je suis à peu près à 20-25 minutes de Poitiers. Le Futuroscope, pour ceux qui ne connaissent pas Poitiers. Voilà, puis après, on peut trouver mes coordonnées assez facilement. Et je les noterai, de toute façon, dans le descriptif
de cette interview. Merci. Très bien, un petit mot pour la fin, peut-être tes futurs projets, la prochaine étape. Voilà, alors là, des projets, je pourrais en avoir plein. Moi, ça fuse dans tous les sens. Parce que j'aime bien, comme tu l'as compris, enquêter, mener des petites enquêtes. Les différentes pistes que j'ai, ce serait pour le côté gynécologique, c'est de continuer à faire le lien entre le résultat de frottis et l'état d'être de la femme à un instant T. Et comment ça se passe dans le couple, parce que pour moi, le frottis, il y a un lien avec le couple. Et quand ça va pas bien dans le couple, ça va pas bien dans son frottis en général. Ouais. Donc ça, voilà, c'est des expériences de terrain qui m'ont amené à creuser ça et à me rendre compte que oui, quand ça va pas bien dans le couple, ça peut être bien de faire un frottis, même si elle a fait un frottis il y a 2 ans. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose. Et ça peut être des prises de conscience pour qu'elle prenne soin d'elle, à ce moment-là, davantage. Après, dans les autres projets, on en discutait un petit peu. Je me posais la question des femmes qui ont eu des césariennes. Comment ça se passe pour leur fille après? Quelle est la transmission? Est-ce que si la femme a une césarienne, est-ce que d'emblée, est-ce que la fille aura une césarienne ou pas? Mais ça reste des questionnements dont j'ai pas la réponse parce que j'ai pas assez creusé ce sujet. Mais des sujets, j'en aurais plein en fait. Il y aurait tellement de sujets à explorer pour justement essayer de voir comment on peut faire pour que cette humanité aille vers plus de conscience, ouais, plus de connaissances. Plus de conscience, de connaissances, de bon sens et puis de simplicité, j'ai envie de dire oui, aussi. parce qu'en fait, n'oublions pas que nous sommes la nature et que notre corps nous parle. Ouais, c'est ça. Et en fait, il nous crie même. Wake up, Néo. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Bon, mais en tout cas, un grand merci Sabine pour le temps que tu m'as accordé, nous as accordé. Merci Elodie pour avoir pris le temps de m'interviewer par rapport à ce sujet qui me tient à cœur. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chemin intérieur. J'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion ou des clés pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ces petits gestes m'aident énormément à faire connaître le podcast et à continuer à partager avec vous. Et si vous avez des questions, des idées de sujets ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage sur nos chemins intérieurs.